C'est vendredi, alors nous avons décidé de vous faire plaisir et de vous faire entendre tout d'abord la voix d'une grande cinéaste, Valéria Bruni-Tedeschi. Bonjour, Bonjour. vous êtes également actrice et vous avez terminé votre 4e film qui sera diffusé sur les écrans mercredi prochain. Il s'intitule Les Estivants. C'est un film qui raconte un été avec un groupe d'amis, de famille, en vacances. On songe à Gorky, à Tchekhov aussi, avec une sorte de huis clos, avec un huis clos où se mêlent des très riches personnages et puis les domestiques qui vivent aux côtés d'eux. On suit les uns et les autres, les relations entre les deux, et puis on suit également la cinéaste que vous êtes, que l'on retrouve de film en film, avec une manière de jouer sur la réalité, sur la fiction, de faire peut-être aussi de l'autofiction. On écoute un extrait de ce film où vous présentez un film devant le CNC qui va décider ou non de vous donner un financement. Est-ce que vous avez conscience que votre scénario est fragile? Oui. Oui. Non. Et si on vous demandait de le raconter en une phrase, que diriez-vous? Ça parle de ma vie. Mon frère est mort il y a 2 ans. Et ça parle d'un frère, d'un fiancé. Vous voulez un peu d'eau? C'est un passage assez gonflé, Valéria Bruni-Tedeschi. Vous pleurez parce que votre fiancé vous a un peu quitté, en fait, Ouais, juste avant. un petit peu beaucoup. Enfin, moi, je pense un peu, mais le spectateur voit que c'est beaucoup. Le spectateur comprend mieux que moi à quel point la situation est désespérée. Voilà, on se dit qu'effectivement, ça sent un peu le sapin. On se dit aussi que vous avez un art, à la fois pour vous mettre en scène. En fait, on ne sait pas grand-chose sur vous. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure les éléments que vous montrez là sont vrais ou pas. Pourquoi avoir décidé ironiquement de débuter ce film ainsi, en vous montrant d'ailleurs comme une assez mauvaise cliente, puisque vous n'arrivez pas à dire autre chose que des monosyllabes. J'espère donc que vous allez réussir à dire plus. La prochaine fois que je vais demander de l'argent. Non, mais là, oui. Parce que la première scène, c'était la première scène que j'ai écrite pour ce film, c'était cette scène de rupture, longue scène de rupture, et que ensuite il fallait et qu'on voulait que le personnage soit une réalisatrice qui va faire son film. Donc, on trouvait que le fait de demander de l'argent était une façon très simple et incisive de montrer tout de suite quel était son travail, son métier. Une réalisatrice qui pille sa vie pour faire ses films, qui vit sa vie par ailleurs de manière assez douloureuse, puisque dans ce film, le personnage que vous incarnez est un personnage un peu paumé, qui ne comprend pas tellement le monde tel qu'il va, qui ne comprend pas son amoureux qui s'en va, bref, qui ne comprend pas grand-chose. Ouais, mais ça, moi non plus. Je comprends pas grand-chose. Mais je pense que je fais des films et je travaille pour essayer de mettre un peu de sens dans la vie qui me paraît très insensé, très chaotique, et pour essayer de tendre un fil aussi avec le passé, et aussi pour essayer de faire que les gens qui me quittent reviennent, ou que les gens qui sont morts, d'arriver à les convoquer, leur donner la parole. Enfin, je trouve que c'est un métier privilégié parce que on arrive à nouveau à être tous ensemble. Comment on réussit à faire justement une sorte d'autofiction? Comment décidez-vous de placer certains éléments qui vous appartiennent, comme peut-être ce frère mort, cette rupture amoureuse, d'autres que l'on croit reconnaître, puisque je ne sais pas si par exemple vous avez un beau-frère qui a été ou est un homme puissant, on reconnaît dans ce personnage que joue Pierre Arditi un industriel qui n'a pas toujours été gentil dans sa vie, puisqu'il a licencié beaucoup de personnes et qui est aujourd'hui protégé. Et peut-être qu'il y a des références avec En votre vie.
En fait, déjà, le personnage le couple d'Elena et de son mari, on a beaucoup pensé au couple d'Oncle Vania, d'Elena avec son mari dans Oncle Vania. C'est pour ça qu'Elena s'appelle Elena. C'est celui-là, le couple qui nous a inspiré le plus. Cette femme sans enfant, qui ne fait rien, qui est amoureuse d'un homme beaucoup, beaucoup plus âgé. Et beaucoup plus que le couple de ma sœur et de son mari. De Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni. Mais en général, c'est pour ça, une fois, on m'a parlé d'autobiographie imaginaire, que je trouve que c'est une expression plus intéressante qu'autofiction, parce que ça met ensemble deux mots qui vont pas ensemble, autobiographie et imagination. Et surtout parce que ça met imaginaire après. C'est-à-dire que la réalité est notre point de départ, disons, un peu notre point de départ, mais la réalité aussi, par exemple, de Oncle Vania, c'est une réalité pour nous, avec Noémie Lvovsky, Agnès de Sassy, avec qui je travaille. Oncle Vania fait partie de notre réalité. Donc on prend comme ça, ou Gorky, les estimants. Qu'est-ce qui vous intéresse justement chez Gorky? Vous lui avez emprunté chez Gorky, également le titre. Ce qui nous a intéressé, c'est... Enfin, je voulais juste dire qu'on prend le départ et la réalité, mais qu'ensuite l'imaginaire prend le pouvoir. C'est ça que je voulais juste dire. Et que donc après, on s'éloigne de la réalité. Ce qui nous intéressait chez Gorky, c'était justement le fait que la pièce Les Estimants, ça commence par les employés qui parlent des patrons qui vont arriver en vacances, et que c'est une pièce tout de suite qui a une vision politique de la réalité. Oui, de cette maison, il y a une de dimension ce sociale. groupe de gens. Il y a une dimension sociale. D'ailleurs, on écoute un second extrait, Valéria Bruni-Tedeschi, des Estivants, où il est question de la droite et de la gauche. La droite, c'est que la nature est plus forte que l'homme, et elle est d'accord. La gauche, c'est que la nature est plus forte que l'homme, et elle n'est pas d'accord. Oui. Mais attention, elle n'est pas d'accord, la gauche. Elle lutte, tout en sachant que c'est perdu d'avance. Mais elle se bat. Bien sûr. Et elle a raison de se battre. Ah. C'est ça, sa force. C'est la force du désespoir. Eh oui, mademoiselle. Mais je croyais qu'il y avait un concert ce soir, pas un débat politique. Et avec un incroyable effort pendant des centaines et des centaines d'années, des millions et des millions de gens font de tout petits minuscules progrès. Et comme ça, en accumulant ces tout petits minuscules progrès, l'humanité corrige imperceptiblement les injustices naturelles de sa condition. Et elle s'améliore. C'est magnifique. Mais nous sommes tous d'accord avec vous, mademoiselle. Un extrait des Estivants, votre film, Valéria Bruni-Tedeschi, qui sort mercredi prochain en salle. Alors, on songe à Gorky, on songe également à Tchekhov, puisque chez Tchekhov, aussi dans La Cerisay par exemple, il est question du rapport entre les maîtres et les domestiques, avec bien entendu derrière la critique sociale. Votre monde, celui des Estivants, celui que vous montrez dans votre film, est un monde où il y a des rapports entre les classes, mais on ne peut pas dire qu'il y ait de l'écoute. Il y a par exemple des demandes de la part du jardinier, du cuisinier. Ils demandent à être mieux rémunérés et puis finalement personne ne les entend. Oui, enfin, ils ne demandent pas vraiment à être mieux rémunérés, mais de façon plus officielle, disons, plus justement. Obtenir un paiement de leurs heures supplémentaires. Voilà, mais personne s'écoute. C'est pas seulement les propriétaires qui écoutent pas les employés, mais les propriétaires n'écoutent pas les amis. Il y a un ami de famille que personne ne voit, que personne n'écoute jamais, et quand il disparaît, personne ne s'en rend compte. Il y a cette scénariste qui arrive et mon personnage ne fait pas du tout attention à elle. Personne s'écoute et personne se voit vraiment, sauf quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, on a l'impression que, alors là, on voit l'autre. C'est que là qu'on voit l'autre. Mais, voilà, et c'est pour ça que peut-être qu'il y a...
on a essayé d'investiguer aussi qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux quand deux personnes de deux classes sociales différentes et de deux milieux différents. Et alors tombent là, amoureux. qu'est-ce qui se passe justement lorsqu'on a une histoire d'amour comme dans votre film, entre deux personnes qui appartiennent à des classes sociales différentes? Est-ce possible? En général, moi, je pense que l'amour rend les choses possibles. J'ai cet espoir-là. Mais en tout cas, dans le film, non. Dans le film, ça coince, ça bloque, voilà, ça marche pas parce qu'il y a des malentendus, parce qu'il y a des complexes. Et des deux côtés. Il y a des complexes et puis il y a une forme d'incompréhension, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens sont ensemble, ils ne se sont pas choisis, même d'ailleurs lorsqu'il n'y a pas de liens familiaux entre eux, et ils sont obligés d'endurer la présence les uns des autres. C'est un univers qui a beau être extrêmement ensoleillé, dans un lieu magnifique, qui est fort bien filmé, et bien dans ce monde-là, personne n'a l'air d'être heureux d'être là. Non, c'est vrai qu'on parle de la solitude de tout ce groupe de gens, de chacun, de leur besoin d'amour, de leur peur de mourir, de leur peur du temps qui passe. Et ça, c'est pour tout le monde, dans n'importe quelle classe sociale. Ce qui veut dire que c'est un film qui est à la fois drôle et assez désespéré malgré tout, puisque la seule chose qui pourrait permettre à ces gens-là de se rencontrer véritablement, c'est l'amour. Et l'amour, c'est d'ailleurs là-dessus que débute votre film. C'est quelque chose qui est rompu, c'est quelque chose qui pose problème. Oui, enfin, c'est quelque chose qui pose problème, mais quand même, on est quand même tous ensemble, on passe nos vacances ensemble. Le personnage continue à fréquenter l'homme qu'il a quitté. Enfin, il y a quand même, dans le fait de rester ensemble, de se serrer les coudes, quelque chose à voir avec l'espoir. Même si c'est pas une parfaite façon de rester ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même de la tendresse dans le film. Est-ce que ça veut dire que la seule façon de supporter cette vie-là, parce que c'est une vision quand même assez noire de l'existence, c'est de filmer, par exemple, Valéria Bruni-Tedeschi? Ouais, de filmer les gens de ma vie, c'est une façon déjà de mieux les regarder. Par exemple, là, j'ai filmé ma tante que j'avais jamais filmée et j'ai eu l'impression de voir des choses d'elle que j'avais jamais vues, d'entendre des choses d'elle, une peur qu'elle a que j'avais jamais entendue. Vous avez filmé également votre mère, ça, ce n'est pas la première fois. Votre fille, Ouais, qui nous écoute en ce moment avant d'aller à l'école. qui est une petite fille et qui est probablement la personne la plus mature du film. Pourquoi? Je sais pas, en fait, je l'avais pas écrit comme ça. C'est pendant le tournage, j'avais l'impression qu'elle allait un peu contre ce que j'avais écrit. Et bon, c'était bien, et après, c'est au montage, avec la monteuse Anne Veil, qu'on s'est rendu compte de ce qu'elle avait fait. Elle avait imposé d'elle-même un personnage beaucoup plus adulte que ce qu'il avait écrit, beaucoup plus comme une sorte de personnage sans névrose qui regarde ces gens-là comme un spectateur au théâtre. Et c'est pour ça que j'ai eu envie à un moment de la mettre carrément sur une chaise, au milieu d'autres chaises, comme dans le film de Buñuel, en train de nous regarder comme des fous, comme si elle était la seule saine d'esprit. Puisqu'il est question de votre fille et que c'est votre vraie fille qu'on voit dans le film, ça n'est pas un film sur l'adoption, mais c'est un film où il est question d'adoption. Et finalement, là aussi, l'adoption, c'est une forme d'amour choisi. C'est pas du tout. Il n'est pratiquement pas question d'adoption. Il se trouve que c'est un couple avec une petite fille adoptée, mais c'est voilà, comme si c'était une petite fille rousse ou un petit garçon blond. Enfin. Voilà, c'est leur particularité, c'est leur identité, c'est cette famille-là, mais on parle pas du tout, on parle pas du tout d'adoption et de voilà, on n'en parle pas du tout. À part, il y a juste une scène qui est importante pour moi et que je voulais garder même au montage parfois, qui est une scène où je suis avec ma fille au bord d'une plage et il y a une femme sénégalaise qui passe et où voilà. Ma fille lui dit un mot en Wolof et je voulais raconter aussi cette étrange panique qui peut arriver chez une mère quand quelqu'un du pays d'origine de votre enfant
une femme lui parle. Ce qui renforce encore le côté fragile de l'amour, puisque finalement les 3 types d'amour que vous montrez dans votre film, l'amour que l'on peut avoir vis-à-vis d'un amant, l'amour qu'on a vis-à-vis d'un frère ou l'amour vis-à-vis de sa fille, sont des éléments que vous filmez comme étant extrêmement fragiles, Valéria Bruni-Tedeschi. Oui, là, l'amour pour l'enfant n'est pas fragile. C'est quand même un socle. Il n'est pas du tout remis en question. C'est vrai que l'amour amoureux, c'est un amour fragile. L'amour est fragile, oui. L'amour est angoissé de façon... J'en parle de façon angoissée, c'est vrai. Et ce qui aide à supporter la vie, alors pour vous, c'est le cinéma tel que vous en parlez. Il y a la musique qui joue un rôle extrêmement important dans ce film, Valéria Bruni-Tedeschi. Oui, parce que la mère joue du piano, et donc ce piano, comme ça, on l'entend dans la maison, on l'entend dans le jardin. Et là aussi, au montage, on s'est rendu compte que c'était ce qui faisait prendre la mayonnaise, le fait d'entendre tout le temps le piano circuler. On va l'entendre, ce piano circuler. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì. Un extrait de votre film Valéria Bruni-Tedeschi, Les Estivants. Il sera en salle mercredi. On s'éloigne un peu de la politique, un tout petit peu, pour parler cinéma en compagnie de Valéria Bruni-Tedeschi. Son prochain film sera sur vos écrans mercredi prochain, Les Estivants. En réalité, c'est un film où il est question aussi de politique, notamment parce qu'on y suit les tribulations en vacances d'un milieu de personnes fortunées et de leurs relations avec les personnes qui les servent. Et puis on pense aux Russes, à Gorky, à Tchekhov en regardant ce film. Et puis Charles Dantzig que nous accueillons. Bonjour Charles Dantzig. Bonjour. Vous publiez Chambord des songes aux éditions Flammarion. Chambord dont vous donnez une description. Ah, ce gâteau de flammes posé sur la plaine qu'on ne voyait pas de loin. Pas de vaste avenue menant vers Grosse Merveille. Pas d'allée triomphale vers Monument sur Colline. Manière d'Azerbaïdjan, de Napoléon aussi bien, de Louis XIV. Les gens à château du XVIe siècle, moment d'un goût exquis, les ont levés dans les plis de rivière. Pourquoi Chambord ? Eh bien, parce que c'est un château très mystérieux et vide. D'abord, c'est un château, comme vous venez de le dire, qui a une architecture sublime et inouïe dans le système architectural français. C'est un château de pouvoir qui est caché, au contraire de précisément Versailles, qui est en haut d'une colline et qui se voit, qui fait à la fin par rapport à Chambord, qui est tellement beau, petit immeuble bureaucratique à prétention. Et Chambord, et c'est d'ailleurs dans le système de représentation du pouvoir, c'est une chose très intéressante, c'est-à-dire c'est un château royal qui est caché. Et c'est pour ça que ça m'intéressait, en partie d'une part parce que c'est un château sublime. Ensuite, il y a aussi beaucoup de mystères, on n'en connaît pas l'architecte. Il a été habité tout au long des siècles par des gens qui, au fond, retracent eux-mêmes toute l'histoire de France et de la politique française. Sa fonction est mystérieuse. Sa fonction est mystérieuse. En réalité, je crois que si on peut le dire, sa fonction de départ était une fonction de snobisme de la part de François Ier. Car François Ier était un snob qui imitait le pays à l'époque, à la mode, qui était l'Italie. Et il voulait son petit château italien modelé sur les académies florentines et les académies néoplatoniciennes selon un idéal d'architecture. Tout ce qui se faisait de bien était italien. Il a voulu ça et la preuve de son snobisme est qu'il appelait Chambord chez nous. Il disait « allons chez nous ». Pour moi, on dirait une phrase de Proust, non ? « Allons chez nous ». Il y a chez vous aussi, Valéria Bruni-Tedeschi, un intérêt pour les châteaux. En 2013, votre film « Un château en Italie » portait cette fois-ci sur le poids du château. Et d'une certaine manière, Les Estivants, c'est aussi le poids d'une maison, pas la maison en tant que telle, encore qu'il est question des difficultés pour faire fonctionner la piscine, pour empêcher les sangliers. Il y a des sangliers aussi à Chambord, parce que les sangliers représentent un danger, mais en tout cas, la demeure, la grande demeure bourgeoise aristocratique, c'est un thème que l'on retrouve dans vos films. Oui, le huis clos aussi, et puis aussi la sensation d'être, l'illusion d'être protégé du monde dans un grand château, dans une grande propriété comme ça, alors qu'on est protégé de rien du tout, et que le monde est là, et qu'on l'entend, et voilà l'illusion
que le temps ne passe pas alors que le temps passe, l'illusion de ne pas mourir alors qu'on va mourir. L'illusion est également que l'on est dans un entre-soi, alors qu'on n'est pas complètement dans un entre-soi, puisque dans la manière dont vous racontez par exemple les Estivants, eh bien ceux qui possèdent cette maison vivent très près au contact, alors dans un contact étrange, mais avec les domestiques comme chez Tchekhov par exemple. Oui, on est tous ensemble dans le même bateau qui prend l'eau. Alors après, on a des habits différents, on a des façons de parler différentes, mais on est quand même tous dans le même bateau et le bateau, voilà, il coule. Alors ça, c'était quelque chose que vous retrouvez. Charles Dantzig, ça ne parle pas d'eau, hein, Chambord. D'ailleurs, les pièces d'eau à Chambord ne sont pas... Très peu, mais il y a une petite chose spectaculaire. très caractéristique de la France, c'est que Chambord a été construit à l'époque, en 1519, à côté d'un petit ruisseau qui débordait en permanence. Et tout de suite, on a su que c'était un ruisseau très dangereux, parce que comme ces petits ruisseaux, parfois, qui montent de 2 ou 3 mètres et qui noient tout. Et on a des preuves disant qu'il va falloir assécher les marais, et on a mis 300 ans à le faire, ce qui est exactement la France. On met 300 ans à faire les choses. Par contre, il y a un point commun entre ce monde qui va un peu à volo, tel que le film Valeria Bruni Tedeschi, et puis ce Chambord qui finalement, dans ce Chambord des songes, Charles Dantzig, vous permet de disserter sur le monde comme il va, et notamment sur le populisme. Oui, car c'est un livre sur Chambord, mais c'est surtout un livre avec Chambord, car je ne crois pas au passé. Je ne crois pas au passé en tant que, comment dire, de bloc de temps qui serait séparé de nous à côté, comme ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a le passé. Le passé est une interprétation des choses que nous décidons d'avoir selon ce que nous décidons d'être au moment où nous en parlons. Vous savez, quand j'étais petit, moi, je croyais que le passé était dessous. Quand j'étais enfant, je croyais que Versailles était sous le bitume des rues et que si on soulevait le bitume, Versailles était là. Eh bien, qui dit que j'ai tort? Le passé, c'est aussi de l'espace. Et d'ailleurs, il suffit de voir qu'évidemment, quand nous creusons, nous trouvons des traces de notre passé. Donc, le passé n'existe pas en soi. Et la manière de raconter Chambord, la manière que j'ai, me permet de parler du présent et, comme vous le dites, aussi du populisme. Il y a quelques années, j'ai publié dans Le Monde une tribune en employant ce mot, et je crois avoir été un des premiers à le faire. Eh bien, Chambord... Pour parler du populisme en littérature, c'est quoi le populisme en littérature, Charles Dantzig? Le populisme en littérature, et je crois le populisme en matière d'art en général, je parle à côté d'une cinéaste, elle me contredira peut-être, mais c'est la notion de... C'est l'idée que l'art doit se plier au réel. Et le réel est un chantage en matière esthétique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on oppose aux romanciers, aux cinéastes. Ah, mais vous ne parlez pas du réel. Par exemple, on opposait à Marcel Proust, on lui disait, mais il n'y a pas de domestique chez vous. D'une part, c'est pas tout à fait vrai, et d'autre part, quand bien même. Personne ne penserait à dire, en voyant un tableau de Cézanne qui a représenté des pommes, monsieur, pourquoi n'avez-vous pas fait des tomates? Eh ben, on fait ça en permanence aux écrivains, on leur oppose le réel. Et le réel est en réalité, de la part des populistes, qui est le grand instrument des populistes, est un chantage. Car qu'est-ce que c'est que le réel? Mon réel, le vôtre sont aussi valables et différents les uns que les autres. Or, le réel a toujours été employé par 2 des formations politiques les plus violentes et les plus brutales de toute l'Europe et sinon du monde entier, qui sont les staliniens, voire le réalisme socialiste qui était imposé aux écrivains comme aux cinéastes ou aux peintres en URSS, et l'Action française, le pays réel contre le pays légal. Donc ce chantage au réel est l'instrument des populistes. Et ils servent à nous complexer, nous, à nous dire « mais comment, vous n'êtes pas gentil ?» Confère les gilets jaunes dont vous avez parlé. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a des gens malheureux, mais est-ce que le fait d'être malheureux légitime la destruction d'œuvres d'art, les injures racistes, antisémites et homophobes, enfin tout ça, voilà. Il y a une marée d'œuvres d'art, vous voulez dire à l'Arc de Triomphe par exemple. Une marée populiste est en train de se déverser sur le monde parce que, il faut bien dire les choses, on a laissé la parole à la plèbe, et la plèbe parle. Et quand il est très difficile de refermer la porte sur la plèbe une fois que la porte s'est ouverte. Donc c'est une période dangereuse. Mais alors, à contrario, vous ne donnez pas de prime abord
parole à ce peuple, Valeria Bruni-Tedeschi, mais plutôt au contraire à des gens fortunés dont certains sont fortement soupçonnés d'avoir commis de mauvaises actions. Un industriel, par exemple, qui a licencié beaucoup de personnes, et comme il a licencié beaucoup de personnes et que sa conscience est chargée, on doit le protéger. Il y a des vigiles qui sont chargés de sa protection, et ces gens, tout riches qu'ils soient, mènent une existence plutôt monotone et malheureuse. Oui, moi, dans ce film-là, on donne la parole à tous les gens de cette maison, de la même façon. Pas plus, à part mon personnage qui reste quand même le personnage principal, mais on donne la parole à tout le monde, donc pas plus aux propriétaires qu'aux employés. Et évidemment, ce que je disais tout à l'heure, oui, tout le monde est malheureux. Oui, tout le monde est malheureux, non? Après, Ça, c'est votre vision d'artiste. Je sais pas, je poserai la question à après, Charles on a Dantzig des dans quelques rêves. instants. Non, après, on a des rêves et puis on a des moments de bonheur miraculeux, des fulgurances de foi ou de sentiments amoureux ou d'espoir. Mais oui, je raconte quand même le fait que l'existence est angoissante. Charles Dantzig, Eh bien, tout le monde est malheureux, vous avez vous- 3 heures. Non, vous avez prononcé le nom de Tchekhov tout à l'heure. Je n'ai pas vu encore le film de Valeria Bruni-Tedeschi, mais ça a l'air de faire penser à ça. Et Tchekhov, c'est comme ça des gens dans des maisons confortables, qui sont angoissés et malheureux. Et ça a l'air des angoisses des riches. Et en réalité, pour moi, Tchekhov et ce genre d'œuvre, c'est les annonciations de catastrophes. Enfin, on peut lire Tchekhov comme tout d'un coup, si on lit Tchekhov avec une lecture politique, on peut dire voilà, un monde est en train de finir de s'écrouler. On ne s'étonnera pas que la révolution soviétique ait lieu. Et chez Proust, Eh bien, le grand avantage de Proust, c'est que il est un conservateur assuré, rentier, de droite, et il n'a aucune angoisse. Ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Puis d'abord, Proust est il tellement n'a aucune angoisse politique, voulez-vous dire? aucune Parce que des angoisse angoisses politique, existentielles, parce que je crois d'abord, qu'il en a un il certain écrit nombre. l'angoisse politique, il l'a eu à un moment avec l'affaire Dreyfus, mais il écrit après, et les choses se sont arrangées. Et puis Proust, en réalité, est pas quelqu'un de fragile du tout. Proust est un énorme poulpe avec 2000 bras qui englobe tout, et Proust enterre un passé. Proust s'intéresse pas du tout au présent. Proust, c'est les funérailles nationales du 19e siècle. Il enterre un vieux monde aristocratique, décavé, dont il se moque. Et lui, ça lui va très très bien parce qu'il est plus fort et en réalité, il est dans une position herculéenne. Proust, c'est très très fautif, à mon avis, d'imaginer Proust comme un petit monsieur qui tousse, qui boit du thé et qui a peur de tout. Je voulais quand même dire, tout le monde est Valéria malheureux et tout le Bruni-Tedeschi. monde est ridicule. Parce que ça, c'est ça la grande chose de Tchekhov. Le ridicule de la condition humaine. Et ce monde que l'on croit disparu et qui est toujours là, parce que c'est aussi un peu cela, le monde que vous filmez, Valeria Bruni-Tedeschi. Ce sont des gens très riches, mais finalement, ils se comportent comme des aristocrates. Leur mode de vie est comment dirais-je, peu commun. Et on le découvre dans votre film, mais ça n'est pas nécessairement évident de se dire que cela recouvre une réalité sociale très commune, et on a l'impression que ce monde se perpétue, même si le monde autour d'eux a complètement changé, et finalement s'il ne constitue qu'une enclave, alors c'est une enclave géographique et puis sociale. Oui, oui, c'est presque un monde un peu anachronique. On ne sait pas, à quel moment de l'histoire ils sont. Ils sont là, ils essayent de survivre autant qu'ils passent, mais ils n'y arrivent pas. C'est un peu comme Chambord finalement. Oui, Charles Dantzig. c'est un peu la même chose, et c'est pour ça que ce livre s'appelle Chambord des songes, car ce livre est construit à partir d'une idée qui m'est venue, vraie ou fausse, mais que je tiens tout au long du livre, c'est que la langue française est la seule langue du monde, ou en tout cas la seule langue importante du monde, qui dispose de 2 mots, là où les autres n'en ont qu'un. Les Allemands disent Traum, les Anglais disent Dream, les Italiens disent Sognos, les Espagnols Sueño, et nous avons rêve et nous avons songe. Et je trouve très important que nous ayons 2 mots différents. Et ce que je propose dans mon livre, c'est qu'on peut réinterpréter l'histoire de Chambord, l'histoire de François Ier qui en est le constructeur, l'histoire de la Renaissance, mais toute l'histoire de France et peut-être même l'histoire du monde en fonction de cette opposition, car je crois que le rêve est une chose stérile et néfaste, et que le songe est une chose créative et faste. Par exemple, quand François Ier a rêvé d'envahir l'Italie,
qui était une chose politiquement inepte, car la France n'avait aucun lien politique avec l'Italie. Il a rêvé d'envahir l'Italie. Il l'a envahi, il a fini en prison pendant 1 an à Pavie. Quand il a songé, c'est-à-dire qu'il a fait un acte de pensée profonde, il a créé non seulement ce château, mais il a créé les fondements de l'humanisme en France. Mais même chose avec Napoléon. Napoléon rêve d'envahir l'Égypte, qui n'a rien à voir avec la France, rien à voir. Il n'y a pas un lien historique, rien du tout. C'est juste un rêve. Il envahit l'Égypte, l'armée française est en morceaux. Quand il songe, c'est-à-dire qu'il se met à penser, il réorganise administrativement la France et ça devient un acte créatif. Eh bien, je pense qu'on peut interpréter l'histoire ou ce qu'on appelle l'histoire de cette façon-là. C'est un autre point commun d'ailleurs, Valeria Bruni-Tedeschi, puisque votre univers est aussi franco-italien. Dans votre film, on parle italien. C'est une maison qui est en France, mais qui fait très italienne. Elle est méditerranéenne. Comment voyez-vous ces deux pays et comment dans votre imaginaire vivent-ils ? Personnellement, je me sens italienne et pleine de moi française aussi. Disons que la partie italienne de moi est plus reliée à mon enfance et puis la partie française, c'est plus ma partie adulte face à la société, un peu plus à droite, apparemment un peu plus capable d'interagir. Au lieu de la partie italienne, elle est plus enfantine. Et donc dans mes films, je mélange ça parce que j'ai l'impression que je suis tout ça. Mais dans ce film, on parle italien, on parle français, mais on n'en fait pas cas. C'est pas un problème. En fait, j'essaye d'effacer aussi les frontières entre ces deux pays. En général, j'essaie d'effacer les frontières aussi entre la réalité et le songe, entre la vie et la mort, entre le présent et le passé. J'essaye, comme avec une gomme, dans mon travail, d'effacer ces frontières. Il y a la politique également qui est présente dans votre livre, Charles Dantzig. Vous évoquez notamment un ancien Premier ministre, je crois qu'il s'appelle Dominique de Villepin. Vous vous étiez moqué de lui dans un livre et vous expliquez, vous racontez qu'il vous avait prié à Matignon pour, dites-vous, après quelques chatteries, m'expliquer qu'il était un métis, un Malraux, un génie. Il y a des ministres comme ça qui font des dîners pour parler d'eux durant 2 heures. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font 7 furieux en une soirée. Ben oui, c'est assez cocasse, non? Ça arrive en permanence. En même temps, c'est assez mignon. Moi, Villepin était Premier ministre à l'époque, et donc il m'expliquait que lui aussi était un écrivain, était un poète, enfin tout ça. Et ça fait partie d'un complexe d'histrionisme assez répandu dans la politique, c'est-à-dire qu'il est rare que les politiciens ne soient pas et les chefs d'État ne soient pas des histrions. Et d'autre part, je me dis que c'est pas si mal en même temps parce qu'au moins il s'intéresse à nous. C'est-à-dire que je doute qu'en Ukraine, en Azerbaïdjan ou en Arménie, les écrivains soient convoqués par le chef de l'État pour dire j'adore la poésie. Alors ils sont un peu grotesques avec ça. Staline le faisait aussi parfois, mais c'était mauvais. La signe. maison, c'était mauvais signe, oui, en effet. Donc ça fait partie, mais c'est aussi une conséquence de François Ier, entre autres, qui était un roi qui a été appelé le restaurateur des lettres et des arts, qui était le roi de Clément Marot et de Rabelais. Et ça veut dire des choses, ça aussi. C'est-à-dire que si Clément Marot et Rabelais ont pu exister à ce moment-là, c'est que François Ier l'a permis. Et il y a une chose, si vous permettez, juste une chose qui m'a beaucoup frappé, donc Clément Marot, qui était le grand poète qu'on connaît, dans tout Clément Marot, il n'y a pas une flagornerie envers François Ier. Ce qui veut dire que François Ier ne les réclamait pas. Au contraire de Louis XIV, où on a grand roi, cesse de vaincre, ou je cesse d'écrire, enfin des flatteries à n'en plus finir. Et d'autre part, l'autre chose qui montre que François Ier était un roi assez attachant, c'est que dans la plupart de ses portraits, il se fait représenter en train de sourire. Ce qui est une chose excessivement rare. Ces gens-là sont en général si pompeux, si méchants et si vaniteux, on n'imagine pas un portrait de Napoléon ou de Louis XIV en train de sourire. Donc, voilà comment aussi l'humanisme s'installe. Mais l'intérêt pour la littérature chez les dirigeants, il pourrait rétrospectivement paraître de plus en plus sympathique. Alors, ce n'est pas que je veuille particulièrement défendre Dominique de Villepin, mais il y a peut-être une nouvelle catégorie de dirigeants qu'on ne peut pas soupçonner d'aimer les livres. Je ne sais pas. Dites-moi des noms. Donald Trump, par exemple. On ne peut pas... Donald Trump a écrit un livre. Hein. Il a écrit un livre qui s'appelle... il en a même écrit plusieurs. Oui, enfin, je veux dire, il en a publié plusieurs sous son nom. Donc, vous voyez, quand même, il y a une espèce de révérence chez ce monstre qui fait qu'on peut croire à ça. En réalité, évidemment, ce type est monstrueux et il organise, je pense, on peut dire, si on est pessimiste, qu'il organise les conditions du coup d'État contre la démocratie.
C'est-à-dire que d'abord, il la sape petit à petit par des déclarations incessantes. Il attaque, on le sait très bien, les minorités les unes après les autres. Et son discours a des conséquences immédiates de violence dans son pays. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis est un pays où il y a 200 000 soldats démobilisés qui ont vu des horreurs en Afghanistan, en Irak, etc., qui sont démobilisés sans solde et perdus avec des armes à leur disposition. Et que le jour où Donald Trump, par un tweet, dit « prenez les armes », évidemment les armes étant du côté de ses partisans, il peut très bien organiser un coup d'État. Moi, je pense que nous pouvons être rassurés, le pire est toujours possible. Et alors, justement, vous évoquez cela car dans votre digression, dans Chambord des songes, cela commence avec Chambord, il y a environ 5 siècles, et puis cela aboutit à des commentaires tout à fait contemporains sur Donald Trump, sur Occupy Wall Street, sur le monde comme il va mal. Mais oui, et par exemple, c'est très intéressant un château qui n'est pas meublé parce que ça permet de réfléchir à des choses auxquelles on ne penserait pas nécessairement. Par exemple, à Chambord, il y a la chambre de François Ier. Eh bien, j'ai pensé à partir de ça. C'est très intéressant parce que c'est une petite chambre qui n'est pas centrale, qui n'est pas pompeuse, qui n'est pas imposante, qui n'est pas sous une porte de 5 mètres de haut. Et je me suis dit, et je propose dans ce livre une étude du comportement plus ou moins décent des politiciens en fonction du rapport à leur chambre. Eh bien, voilà, François Ier avait une chambre normale, d'homme normal, si on peut dire, quoique roi de France, en tout cas pas imposante. Eh bien, vous venez de parler de Donald Trump, on sait très bien comment est la chambre de Donald Trump. Donald Trump est à la Maison-Blanche, dans un lit de 4 mètres de large, avec 3 télévisions devant lui, il se fait servir des McDonald's, et on imagine cet être gracieux mettre les mains dans les McDonald's graisseux en manipulant 3 télécommandes à la fois pour regarder Fox News. Enfin, on voit bien cette chose qui est très frappante, je vais vous le dire vite, qui est la décadence de la force. Donald Trump est un homme fort qui vante la force. Eh bien, ces gens, la vantardise de la force et la promotion de la force est pour moi la preuve de la décadence. Valéria Bruni-Tedeschi, tout autre chose dans votre film, mais il est question de chambre. Il y a notamment une scène qui est une scène assez émouvante où il est question de cette chambre qui est demeurée inoccupée après le décès du frère et qui est réouverte pour y accueillir votre ami, cet ami qui va écrire le scénario que vous proposez. Co-scénariste dans le film. Et qui est d'ailleurs à la fois, car il faut l'expliquer, c'est Noémie Lvovsky qui joue ce personnage et qui est à la fois donc co-scénariste dans le vrai film et à l'écran, qui écrit avec vous. Et c'est quoi les questions? Et le fait de remontrer cette chambre montre à quel point ce film est aussi une manière de faire... De parler des lieux, oui, de parler de comment les lieux sont hantés, sont habités par les gens, même quand les gens sont plus là. Les objets, les lieux, les meubles, comment la présence des morts est là, peut-être plus dans une chambre que dans une autre. Comment le cinéma aussi peut convoquer, faire revivre les absents. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le cinéma permet de convoquer les morts. Et je trouve que c'est moi, c'est peut-être une des raisons pour